Tout a commencé de manière surprenante et inhabituelle, avec un sentiment similaire. C'était la première fois que le gars voyait ce spectacle, mais malgré cela, le gars avait un étrange sentiment de nostalgie. Et puis il réalisa que ce sentiment n'était pas la première fois qu'il en était hanté. Mais les raisons n'en étaient pas claires. Tout au long de sa vie, le gars a souvent rencontré ce sentiment. Il ne savait donc même pas combien de fois c'était arrivé. Il avait l'impression de vivre ici depuis sa naissance, et ce sentiment, Monsieur Jenfrey Van Rage a été appelé et a été surpris, mais a immédiatement levé les yeux. Après s'être excusé pour le retard, l'homme devant l'ordinateur a demandé au gars s'il était venu s'inscrire à la guilde ou non. Monsieur Jenfrey a répondu par l'affirmative qu'il était venu spécialement pour l'enregistrement. Le demandeur a commencé à taper toutes les informations dans l'ordinateur et il y a eu une pause gênante. Mais le gars continuait à être hanté par l'idée qu'il avait déjà rencontré cette fille dans le passé. Pendant qu'il réfléchissait à cela, le travail avec son questionnaire était terminé et maintenant il pouvait voir sa fenêtre. Et à ce moment précis, quelque chose ressemblant à un panneau de jeu a commencé à apparaître devant le visage du gars. La fenêtre n'arrêtait pas de dire que je m'inscrivais en tant qu'aventurier et pour compléter l'authentification, je devais agiter ma main droite. Quelque chose a changé dans la tête de Jenfrey, son regard est devenu différent et c'était comme si une épiphanie était arrivée. En regardant les informations dans la fenêtre du système, il commença à comprendre d'où venait cette étrange sensation de déjà-vu. Il se souvint de tout et regarda attentivement sa main, commençant ainsi à attirer l'attention. La fille au bureau d'inscription a demandé à M. Van Rey si tout allait bien. Les souvenirs de ses campagnes passées commencèrent à surgir dans sa tête en grand nombre. À cette époque, il explorait ce monde en suivant les ordres du commandant de l'escouade. Il aimait aussi se détendre avec ses amis de guilde dans la taverne après une merveilleuse journée de travail. Mais cet endroit était en fait un jeu auquel le gars jouait depuis longtemps et a même commencé à l'appeler un professionnel. Il est entré dans le monde du jeu Grand Seven. C'était un jeu de style royaume fantastique. Et les aventuriers étaient dans des gens qui voyageaient à travers les 7 continents au nom de la paix entre les pays. Mais malgré cela, Jenfrey n'était pas très heureuse et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et pourquoi ses souvenirs apparaissaient à ce moment-là. C'était un jeune homme simple qui rêvait de devenir un aventurier, car il voulait juste de l'argent pour nourrir sa famille. Et maintenant, le monde dans lequel il était né et avait grandi n'était plus qu'un jeu auquel il aimait jouer dans sa vie passée. Mais après y avoir réfléchi, il s'est rendu compte que c'était tout simplement une opportunité idéale. La fille n'arrêtait pas de demander à Jenfrey si tout allait bien, et tout cela parce qu'il tremblait beaucoup. Le gars a immédiatement commencé à s'excuser pour la gêne occasionnée, il ne voulait vraiment pas que quiconque s'inquiète pour lui. Malgré son état de choc, il brûlait simplement d'impatience d'arriver à la mission le plus rapidement possible. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi ses souvenirs s'étaient réveillés à cet instant, continuant à chercher la réponse dans sa tête. La notification d'authentification était toujours suspendue devant ses yeux. En levant la main vers l'écran et sur le point de terminer l'enregistrement, le gars a commencé à réaliser qu'avec l'aide de toutes ses connaissances, il pourrait planer. Les statistiques complètes lui sont apparues, il avait 19 ans, était flexible, mais son souci du détail laissait beaucoup à désirer. La jeune fille lui souhaita timidement bonne chance et un bon voyage dans ses recherches. Immédiatement, un portail apparut devant Jenfrey, dans lequel il commença à se déplacer. Immédiatement devant ses yeux apparut une belle vue de petites péninsules flottant dans l'air. Son émerveillement devant une telle beauté n'avait pas de limite. Les premiers rayons du soleil étaient si brillants qu'ils l'éblouissaient même un peu. Jenfrey a continué à regarder autour de lui et à examiner tout plus en détail. Ici, une notification est apparue devant lui l'informant que le joueur était entré dans l'hôtel baptismal. Il comprit que tout ressemblait vraiment à un lieu d'un jeu dont il se souvenait récemment. Ici, son regard fut attiré par ce qui se passait à ses côtés et il décida de vérifier ce qui se passait. D'après ses souvenirs, 5 nouveaux aventuriers étaient réunis à cet endroit. Chacun d'eux était individuel et c'était le lieu de distribution. Et tandis que tout le monde regardait autour de lui et observait tous ceux qui étaient là, le gars a compris que tous les événements se répétaient vraiment. Tous ceux qui sont arrivés ici étaient extrêmement divers et différents les uns des autres. Mais maintenant, c'était devenu sa réalité, ce qui signifiait qu'il n'avait plus de fonction d'autopréservation. Cela signifie que s'il meurt, il ne ressuscitera pas. Mais avec ses souvenirs et la capacité de les utiliser à bon escient, il deviendra rapidement un grand aventurier. Puis on entendit une notification indiquant que la cérémonie de baptême commencerait dans 30 minutes et on demanda de préparer ses armes. Jenfrey s'est rendu compte que chaque étape correspondait aux étapes qu'il avait traversées dans le jeu. À ce moment-là, le chaos complet a commencé.
Tout le monde courait quelque part, en compétition. Un seul homme restait immobile. Quelqu'un a essayé de contrôler le processus de choix des armes et de faire en sorte qu'elles soient même choisies une par une. Les armes étaient de différents types. Il y avait des lances, des épées et des arcs. Les batailles commençaient autour d'un certain type d'arme. À l'époque, c'était une lance avec un long manche. La lance gardienne était de rang E+, avec une puissance d'attaque de 21 et une durabilité de 50-50. Le combat fut très féroce, et ils se disputèrent pour savoir qui serait le premier à prendre cette lance dans ses mains. Quelqu'un a immédiatement aimé l'épée, malgré le fait que ses caractéristiques étaient inférieures. À savoir, le rang de l'épée rouge était E, sa puissance d'attaque était de 19 et sa durabilité était de 60 à 60. Mais plus d'une personne aimait cette épée et quelqu'un a décidé de la lui enlever de force en frappant le gars qui était le premier au visage. Seul Jenfrey attendait calmement ce qui allait arriver et ne s'impliquait pas dans ces conflits qui survenaient à chaque fois. C'était un système de choix forcé de profession. Au baptême, un choix de profession à former était proposé, mais il était limité. Les débutants ont toujours essayé de choisir une profession plus forte, mais Jenfrey a toujours abordé le choix avec sagesse et responsabilité. Certains étaient heureux de leur victoire dans ce choix, tandis que d'autres étaient mécontents de la victoire de quelqu'un d'autre dans un combat injuste. Mais beaucoup allèrent plus loin et commencèrent à se vanter, pensant avoir pris le meilleur de ce qui était possible, déclarant cela à la louange de tous. Ce à quoi Jenfrey a répondu sans grand enthousiasme, ce qui a très probablement conduit à un malentendu sur le gars avec la meilleure profession à son avis. Le guerrier pensait que ce type n'était qu'un inconnu et était en colère contre lui. Le gars est passé devant les armes et a réfléchi à l'arme qu'il devrait choisir. Ici, il a pris une décision et a commencé à avancer avec plus de confiance vers son objectif. Il s'arrêta près du poignard le plus banal. Ce poignard n'avait rien de remarquable et ses caractéristiques laissaient probablement aussi beaucoup à désirer. C'était vrai, parce que le poignard normal était de rang F. La puissance d'attaque n'était que de 1 et la durabilité était de 90 à 90. Ce même guerrier a commencé à se moquer du choix d'un poignard avec une attaque d'une unité et a dit qu'il ne regretterait pas son choix à l'avenir. Dans son esprit, Jenfrey savait qu'un aventurier sain d'esprit n'utiliserait guère une telle arme, mais il savait que le concept de bon sens était ici déformé. L'opinion des figurants ordinaires ne s'appliquait pas aux personnes réelles, et il a donc choisi le poignard ordinaire. Puis ils entendirent l'annonce du début du baptême, et il fut rapporté qu'ils avaient 5 minutes. Et puis des monstres ressemblant à d'énormes guêpes ont commencé à apparaître, et ces 5 minutes ont été données précisément pour tuer autant de ces créatures que possible. Jenfrey savait que cette espèce n'apparaissait qu'à l'emplacement de l'autel, à savoir le 1000 pattes à miel. Le poison de ces monstres pouvait paralyser n'importe qui, ce qui était encore plus dangereux. Le guerrier a immédiatement dit à Jenfrey d'essayer de ne pas mourir et l'a appelé un enfant. Son visage était rempli de haine, mais d'où venait-elle? Jenfrey ne comprenait pas non plus une telle haine à son égard, mais décida d'ignorer ses pitreries. L'annonce du début du baptême a été entendue, et les 1000 pattes du miel se sont précipités à l'attaque. Les monstres ont commencé à voler de plus en plus près, mais le gars a trouvé son avantage dans cela. Il s'est rendu compte que le comportement restait exactement le même que dans le jeu, ce qui signifie que les points faibles restèrent les mêmes. Et Jenfrey a commencé à remarquer de plus en plus d'endroits qui pourraient l'aider à tuer le 1000 pattes du miel. Le monstre n'avait pas non plus l'intention d'attendre que le gars attaque et s'est précipité vers lui. Mais ce n'était pas si simple, car il ne fallait sous-estimer personne dans de telles batailles. Sortant son poignard, il était très confiant dans son esprit pour une grande attaque. Et d'un coup sûr et fort, il s'est jeté sur le 1000 pattes et n'a même pas pris d'autres mesures. Après tout, un seul coup était plus que suffisant pour tuer le monstre. Il n'a même pas attendu l'issue de la bataille et est passé à autre chose. Une notification est apparue, indiquant que le 1000 pattes à miel avait été vaincu. Tous ceux qui se trouvaient au même endroit ont été choqués par le dénouement des événements, car il avait l'arme la plus faible. Jenfrey a simplement rapporté avec joie qu'il s'agissait d'un coup direct et est passé à autre chose. Le guerrier lui dit que c'était très bien, mais dans son esprit, il ne pouvait pas comprendre comment il avait réussi à le faire d'un seul coup. Mais le gars savait que dans chaque jeu, il y a un bug comme dans celui-ci, mais il n'a travaillé qu'à cet endroit. Cela consistait dans le fait que si vous frappiez le point faible du 1000 pattes à miel avec un poignard ordinaire, continuant à combattre les monstres, Jenfrey comprit qu'il irait loin dans cette bataille. Un autre 1000 pattes à miel a également été vaincu d'un seul coup. Après tout, l'essence du bug était qu'avec l'aide d'un poignard ordinaire, un coup sur un point faible tuerait le monstre, et surtout, lui seul le savait.
Pour beaucoup, lutter contre le mille-pattes était un défi malgré la puissance de leurs armes. Certaines personnes se sont fixées comme objectif de tuer au moins un monstre. Mais la peur a également pris le dessus sur chacune d'entre elles. Quelqu'un pourrait encore attaquer les monstres, et même avec succès. Ils ont en effet obtenu le résultat tant convoité, à savoir la destruction du mille-pattes du miel. Mais ce qui était le plus dégoûtant chez ces gens, c'était leur vantardise extraordinaire. Tout le monde le regardait comme s'il était un imbécile, car il perdait un temps précieux à se vanter. Jenfrey pensait que ce n'était certainement pas le moment de crier, car cela attirerait l'attention. L'un des mille-pattes à miel pensait avoir saisi le bon moment pour attaquer et s'est précipité en avant. Mais le gars, s'attendant à cela, a esquivé l'attaque du monstre juste à temps, prétendant que ce n'était qu'un accident. L'instant d'après, il réussit également à esquiver avec succès, mais cette fois non sans peur dans ses yeux. Alors qu'il commençait à sortir son poignard, un sourire commença à se répandre sur son visage, et tout cela parce qu'il pensait que c'était beaucoup plus intéressant ici que dans le jeu. Il attendait d'autres actions du mille-pattes et n'était pas pressé, car il comprenait que l'essentiel était de réagir à temps. Et dès que j'ai entendu le vol, je me suis préparé à attaquer, mais... Le mille-pattes s'arrêta une seconde, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Jenfrey, cependant, n'a pas perdu son sang-froid à ce moment-là et a lancé une contre-attaque. Une fois de plus, une notification est apparue concernant la victoire sur le mille-pattes du miel. L'homme heureux s'est retourné vers tous ceux qui étaient également avec lui à ce moment-là, car la cérémonie de baptême était terminée. Il a été annoncé que la profession serait récompensée en fonction des compétences démontrées au combat, et les statistiques de combat sont apparues devant chaque participant. Le nombre de morts était de 7 et 3 professions étaient proposées au choix, à savoir chasseur, fabricant de potions et homme de bouclier. Les gars se sont levés et ont parlé du peu de meurtres qu'ils avaient commis, parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir les professions qu'ils désiraient pour cette raison. Quelqu'un se tenait là, tremblant. Il se sentait insupportable car il ne pouvait rien faire dans cette bataille. En effet, comme il n'y a eu absolument aucun meurtre, l'enregistrement de l'aventurier n'a pas été complété et une sélection ultérieure était impossible. Ici, le rire assourdissant de l'épéiste se fit entendre, car il avait fait ce qu'il pensait être un grand nombre de victimes de monstres. À savoir, il a tué jusqu'à 15 000 pattes et les professions proposées étaient combattant, voleur, chasseur et épéiste, dont le gars rêvait tant. Mais son regard se posa alors sur Jenfrey, qui réfléchissait longuement à son choix de profession. Mais il resta pensif et ne cria pas sur ses exploits, car il aborda le choix de ce monde avec compréhension. Et l'épéiste décida de s'interroger sur ses réalisations et sur les professions qui lui avaient été confiées. Jenfrey fut surpris par une telle impudence, mais ignora la question. Mais l'épéiste lui-même remarqua le choix qui lui était présenté et son choc fut énorme. Il ne pouvait même pas comprendre pourquoi le gars avait fait autant de choses et il se figea par anticipation. Après tout, le nombre de mille-pattes qu'il a tués était de 33. Et le nombre de professions parmi lesquelles choisir était de 10. Toutes les professions possibles étaient accessibles à Jenfrey, ce qui choqua encore plus l'épéiste. Mais il a décidé de ne pas être trop contrarié, car au moins, il avait pu devenir un épéiste et le gars l'a félicité pour cela. Il savait qu'avec 15 kills, la probabilité d'une chute était d'environ 2%. Dans ce jeu, les professions les plus puissantes étaient épéiste et invocateur. Donc, Jenfrey ne savait pas quoi choisir. Mais il est arrivé à une conclusion et a cliqué sur ce qu'il préférait. Le système a signalé que la profession a été sélectionnée avec succès. Il a également été signalé que chacun recevra un équipement de base en fonction de sa spécialité choisie. Jenfrey a immédiatement acquis un nouveau look en termes de vêtements, et le système a signalé que sa nouvelle profession était fabricant de potions. Tous ceux qui se sont qualifiés ont également été choqués par ce choix de la part du gars. Après tout, pour beaucoup de gens, c'était incompréhensible. Cette profession n'était pas la plus élevée et semblait idiote à tout le monde. Mais Jenfrey a tout simplement ignoré ces déclarations qui lui étaient adressées. Le système l'a informé que sa profession était celle de fabricant de potions de niveau 1 et que sa compétence était la synthèse. Mais il savait certainement quelque chose de plus et se préparait déjà à ouvrir l'inventaire. Après tout, cette mauvaise profession n'a été révélée qu'entre les mains d'un joueur très expérimenté. Ce n'est pas pour rien qu'il a tué tant de gens. Après tout, il en a tiré quelque chose. En effet, il a reçu 5 piqûres, 9 ailes et 3 gouttes de sang du mille-pattes. Après tout, de tels objets ne pouvaient être trouvés qu'à cet endroit, et il a également emporté le poignard dans son inventaire. Il a décidé d'appliquer immédiatement tout ce qui lui avait été donné dans cet endroit et de tester sa profession. La synthèse s'exprimait dans la combinaison de tous les objets et leur amélioration.
Il continue de synthétiser tous les éléments qu'il a réussi à obtenir. La magie se produisait sous nos yeux. Le métier avait été initialement choisi pour créer quelque chose de spécial. Tous ceux qui étaient à proximité ne comprenaient pas du tout ce que faisait Jenfrey. C'est lui qui a créé des armes capables de détruire ce monde. La synthèse a été complètement achevée, comme le système l'a noblement rapporté. Tout était prêt et le bonheur de Jenfrey ne connaissait plus de limites. Il était désormais le plus fort de cet univers. L'arme appelée Centipède avait une puissance d'attaque de 66. Le rang était inconnu, la durabilité était d'1 000 à 1 000 et la première compétence était la perception, qui infligeait 3 fois plus de dégâts aux points vulnérables. La force d'un aventurier était déterminée par son travail et son niveau. L'équipement n'était qu'un outil de défense et d'attaque. Dans ce monde, il existait des types d'équipements spéciaux qui se manifestaient indépendamment de la profession ou du niveau. On les appelait armes cachées. Jenfrey est arrivé sur le premier continent, qui était une ville d'aventuriers débutants appelée Logibigin. La ville était en feu, les visages étaient joyeux et le marché regorgeait de commerce. Sur ces marchés, on pouvait trouver non seulement de la nourriture, mais aussi des armes et divers objets utiles. Jenfrey était très heureux d'avoir enfin atteint le premier continent et croyait que rien n'avait changé à cet endroit. Puis une fille s'est approchée de lui et lui a proposé de goûter une pomme, ce que le garçon n'allait pas refuser. Debout contre le mur du bâtiment, il commença à réfléchir à son futur plan, car il avait déjà reçu une profession et une arme. Le but de ce jeu était simple. Chacun des continents avait des donjons de classe S, et la tâche du joueur était de tuer tous les boss des 7 continents. Mais pour ce faire, il avait besoin de devenir plus fort, et le gars a décidé d'aller dans le donjon. Les donjons étaient également divisés en rangs, et, en règle générale, tout le monde commençait par le plus bas, à savoir le rang F. Mais Jenfrey se dirigea avec confiance vers un portail de rang supérieur, à savoir un portail de rang C. Le donjon s'appelait « La forêt où vivent les gardiens ». La condition principale pour le nettoyage était de vaincre le boss principal. Jenfrey a reçu une notification indiquant que l'entrée du donjon était terminée. Mais une autre notification est apparue, l'informant qu'il ne pourrait pas revenir tant qu'il n'aurait pas rempli les conditions de la purge. Arrivé à destination, il regarda très attentivement ce qui se passait. Personne n'avait jamais pris un tel risque. Jenfrey est venu ici avec le premier niveau. Sa santé était intacte. Sa force physique était de 21, sa défense de 27, son intelligence de 30, son agilité de 19 et sa chance de 11. Le niveau recommandé pour terminer un donjon de rang C était compris entre 17 et 30. Il n'y avait donc rien à faire pour un débutant ici. Et le gars a décidé de vérifier si ces endroits étaient aussi dangereux que tout le monde le disait. Puis, une plante du diable est apparue devant lui, qui était de niveau 17. Après avoir invoqué le 1000 pattes, il comprit que la différence de niveau était de 16 et c'était bien sûr effrayant. Mais pas tant que ça. Il était prêt à se battre et était presque prêt à attaquer. Jenfrey comprit que malgré la différence de niveau, un seul coup lui suffirait pour mettre fin à cette bataille. La plante du diable était prête à attaquer, et le système l'a signalé. Malgré le fait qu'il était très rapide, le gars connaissait toutes ses attaques par cœur. Et il connaissait aussi la chose la plus importante, à savoir son point faible. C'était un bourgeon et d'un beau coup il l'a attaqué directement. En délivrant un coup précis sur le point faible de la plante du diable, la compétence perception a été activée. Au même moment, le système a signalé que le monstre avait été vaincu. Jenfrey était satisfait du travail accompli et ce n'était pas pour rien qu'il se souvenait de tout cela dans sa vie passée. Le système a commencé à signaler une énorme mise à niveau et une augmentation de niveau jusqu'au 10e. Le gars a été étonné d'une telle mise à niveau pour un monstre. Dans ce jeu, les points de santé et de mana augmentaient automatiquement, et des points de statut apparaissaient également. Jenfrey décida qu'il avait assez de force pour le moment et qu'il était préférable pour lui de mettre tous ses points de statut en défense, l'augmentant à 72. Le gars était extrêmement reconnaissant envers son poignard, car il n'avait pu faire tout cela que grâce à son aide. La puissance d'attaque était alors de 66 et le gars pouvait facilement nettoyer un donjon de rang B. Mais Jenfrey savait que le potentiel de son arme ne serait révélé qu'avec le temps, et attendait ce moment avec impatience. Le gars a décidé qu'il était trop tôt pour aller voir le boss et qu'il continuerait à monter de niveau. Le temps dehors était magnifique à ce moment-là, et il ne restait plus qu'à attendre qu'un nouveau monstre apparaisse. Ici, Jenfrey remarqua un mouvement étrange à côté de lui et commença à scruter. 3 serpents noirs de niveau 23 et 24 apparurent à côté de lui. C'était un monstre de donjon de niveau intermédiaire,
de rang C, et la probabilité de rencontrer 3 serpents était d'1%. Puis l'un des serpents a attaqué Jeffrey et il n'était pas préparé à son attaque. Mais au dernier moment, il a réussi à esquiver et à sauter loin de cette attaque. Le gars s'est rendu compte qu'il restait tout aussi féroce qu'il l'était dans le jeu. L'un des serpents se précipita à nouveau sur lui et le poussa dans le dos. 2 serpents attaquèrent déjà le gars sans arrêt, et tout ce qu'il pouvait faire était de courir. Il comprit que la première chose qu'il devait faire était de se ressaisir et de se souvenir de la bataille passée. Jeffrey se souvint du point faible du serpent noir et était prêt à attaquer. Il sauta immédiatement du sol de toutes ses forces. En volant vers le haut, il s'est rendu compte qu'il y avait des tissus mous dans la région du cou et qu'il devait les percer. Pour que le serpent subisse 3 fois plus de dégâts, il fallait toucher cet endroit avec une seule attaque. Sa lame était presque sur sa cible, mais quelque chose d'inattendu se produisit. À ce moment précis, le deuxième serpent est apparu à proximité et a protégé son compagnon du coup. Jeffrey ne comprenait pas comment cela était possible, car il n'avait jamais vu une telle protection de la part de ses frères auparavant. Le troisième serpent s'est immédiatement précipité en avant et a attaqué le gars choqué, le mordant à l'épaule. Une douleur lancinante le frappa et il ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Mais saisissant immédiatement son poignard, il décida qu'il devait combattre le monstre. La lame ne laissait qu'un scintillement à peine perceptible lorsqu'elle était frappée à une vitesse incroyable. Il tombait déjà à grande vitesse avec la tête du monstre qui pendait par les dents sur son épaule. Après avoir arraché cette tête, il essaya d'arrêter l'hémorragie. Le système a signalé que le serpent de niveau 23 avait été vaincu et que le niveau était passé à 13. La santé était à 8, le statut était proche de la mort. Le système exigeait de quitter la zone de danger et de se soigner. Jeffrey s'attendait à ce résultat. Mais le gars n'était pas si simple et il avait même prévu cette issue des événements. C'est exactement pour cela qu'il a investi tous ses points dans la défense au niveau 10. Car malgré de telles pertes, il n'est pas mort. Mais pourquoi Jeffrey a-t-il autant négligé sa santé? Tout a été fait pour activer la deuxième compétence du mille-pattes. Jeffrey fit un mouvement brusque et attaqua. La deuxième compétence du mille-pattes était la vitesse divine, qui décuplait l'agilité lorsque l'utilisateur était au bord de la mort. Ainsi, d'un seul coup, les serpents des 23e et 24e niveaux tombèrent. Le système a également signalé que les 2 serpents ont été vaincus. L'homme a déclaré sarcastiquement qu'il n'avait pas l'intention de mourir si facilement. Le niveau a également été relevé à 17. Ce fut une bataille très difficile malgré des armes aussi extraordinaires. Jeffrey a compris que malgré sa bonne montée en niveau, il a failli mourir. Il a compris qu'il était préférable pour lui de rétablir sa santé, mais il a également compris que la compétence cesserait de fonctionner. Jeffrey ne voulait toujours pas renoncer à un tel bonus et décida qu'il pouvait tenir encore un peu. Mais alors qu'il commençait à se relever, il réalisa que cela ne valait pas la peine de prendre un tel risque. La forêt était en ruine. C'était une bataille d'énormes proportions. Ici, un monstre inhabituellement effrayant est apparu, prêt à attaquer le gars. Mais avant qu'il n'apparaisse, la lame du gars est passée à côté. Jeffrey a atterri à côté du monstre. Il savait que cela pouvait arriver et était préparé à un tel résultat. Avec la deuxième compétence du mille-pattes, il était en effet très facile de vaincre des monstres de bas niveau. Et cela signifiait que le pompage irait beaucoup plus vite et après avoir tué le boss, Jeffrey pourrait appliquer la nouvelle synthèse. Pour obtenir cette synthèse, certains produits étaient nécessaires, à savoir de l'eau et de l'herbe épineuse, ainsi qu'un gros bouquet de myrtilles, une chenille et des feuilles de scutellaire. Mais ce n'était pas toute la liste, car il fallait encore une fleur sanglante et une graine de châtaigne. La synthèse d'un objet de rang D nécessitait une énorme quantité d'ingrédients. C'était comme cuisiner dans la vraie vie, mais parfois les monstres gâchèrent ce plaisir et cette réflexion. Mais Jeffrey comprit que de tels grognements n'aideraient pas à la tâche principale. Il a décidé qu'il allait tout récupérer petit à petit, mais avant de rencontrer le patron. Le gars s'est progressivement déplacé dans le donjon et a observé la beauté locale. Il avait déjà une fleur ensanglantée dans ses mains, ainsi que de l'herbe épineuse. Il a également trouvé un buisson sur lequel poussait peut-être ce qui était nécessaire à la synthèse. C'était vraiment des myrtilles. Et il était même surpris de la rapidité avec laquelle se déroulait la collecte des produits nécessaires. Tandis qu'il regardait les myrtilles, il entendit quelqu'un l'appeler. Il s'est immédiatement retourné à l'évocation de son nom et n'a pas pu comprendre de qui il s'agissait. 2 hommes apparurent devant lui, explorant la même zone, et discutèrent du fait que l'un de ceux qui étaient venus était du même village que lui. Le gars était sarcastique et a dit qu'il ne croyait pas qu'un tel perdant ait décidé de devenir un aventurier. Jeffrey était surpris que le gars soit devenu un aventurier il y a 2 ou 3 ans,
et qu'il continue à se promener dans des donjons comme celui-ci. Julius a continué à se moquer des armes et de son choix de profession, qualifiant cela de conneries, et son partenaire a été surpris qu'ils se connaissent. Il a décidé d'expliquer que la famille de Jenfrey était la plus pauvre du village, et que le gars avait été étrange toute sa vie, et qu'il ne fallait pas lui prêter attention. Il a été blessé par les mots prononcés sur la famille et la situation dans laquelle elle se trouvait. Jenfrey a compris que la situation n'était vraiment pas la meilleure, car sa petite sœur s'occupait toujours de leur mère, et il est devenu un aventurier pour gagner de l'argent. Mais ces deux gars n'allaient pas le laisser tranquille et ils ont essayé d'attirer son attention. Julius a été choqué par ce comportement et a dit qu'il pourrait facilement battre le gars. Saisissant le col de Jenfrey, il réfléchit à ce qu'il était préférable de faire de lui. Mais alors, un rugissement très fort se fit entendre, poussant chacun des trois au bord du frisson. Ils regardèrent immédiatement autour d'eux et commencèrent à chercher des yeux celui qui faisait de tels bruits. Puis le troisième gars a remarqué ce monstre et a essayé de crier à tout le monde. Le boss du donjon, un cyclope de niveau 31, apparut devant eux. Julius a immédiatement crié à son partenaire qu'il ne devait pas simplement rester là et qu'il devait courir immédiatement. Mais Jenfrey les arrêta et dit que le gars était déjà devenu sa cible et qu'il serait préférable de se battre pour lui. Ici, le cyclope a commencé à balancer quelque chose comme une massue sur le gars avec un grognement sauvage. Le gars a été choqué par la force du coup et par le fait que ce coup a causé des dégâts bien supérieurs à sa santé. Julius tomba en panique face à ce qu'il vit et ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Cyclope a remarqué ce comportement et a trouvé une nouvelle cible pour lui-même. La compétence du Cyclope était l'œil qui voyait tout, et c'était en effet une bataille très dangereuse. Jenfrey savait que s'il hésitait, il pourrait finir comme ce type. Mais la défense du patron était très forte. Il restait à voir comment percer cette défense, mais le monstre était prêt à attaquer à nouveau. En frappant le gars, il n'a pas été touché par l'attaque malgré sa vitesse. Cyclope l'a perdu de vue, et c'était une conséquence logique. La compétence du Cyclope était de concentrer toute son attention sur une seule cible et d'attaquer uniquement celle-ci. Le système a signalé que Jenfrey était devenu la cible du monstre. Le message suivant indiquait qu'en raison de « l'œil qui voit tout », aucune proie ne pouvait lui échapper. Jenfrey n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette bataille. Cyclope se préparait à une autre attaque en direction du gars, mais cette attaque a également échoué. Et tout cela parce que Jenfrey connaissait toutes les attaques à l'avance et était capable de les esquiver grâce à sa vitesse divine. Julius ne pouvait que regarder, choqué, la bataille progresser. Il ne pouvait pas comprendre comment Jenfrey pouvait atteindre un tel niveau si rapidement. Mais le gars a compris que s'il continuait à courir comme ça, il ne pourrait pas le battre. Et puis il a décidé qu'il était temps pour lui d'attaquer. Il sauta immédiatement sur le club de fortune du Cyclope et courut dessus. Il monta de plus en plus haut sur le tronc de l'arbre, tout droit vers le corps du monstre lui-même. Cyclope ne pouvait pas s'attendre à un tel comportement de la part de son adversaire et hésitait même un peu dans ses actions. À un moment donné, il a même essayé d'attraper le gars, mais Jenfrey a réussi à sauter hors de la paume du monstre. Le gars a sauté si haut qu'il a dépassé le Cyclope de plusieurs mètres. Le point faible du monstre était son cou, et à ce moment-là, il était exposé. Jenfrey était prêt à lancer une attaque rotative à ce moment-là. Cyclope ne comprenait toujours pas où sa cible avait disparu. Jenfrey vola vers le monstre avec une grande détermination, sûr de son point faible. Le Cyclope essayait de toutes ses forces de trouver sa cible autour de lui. Mais ensuite, le gars s'est rendu compte que la situation se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Après tout, pas une goutte de dégâts n'a traversé le monstre, ce qui signifie qu'il a simplement montré son emplacement. Bien que connaissant le point faible, il est resté complètement intact. Cyclope remarqua à ce moment-là la présence de sa cible et prépara un plan d'attaque. La seconde suivante, une massue fabriquée à partir d'un arbre déchiré volait déjà vers Jenfrey. Mais s'en apercevant à temps, il réussit à s'éloigner du dos du monstre à la dernière seconde. Le gars a seulement compris qu'avec une telle différence de niveau, il lui serait très difficile de se battre. À ce moment-là, Julius se cachait sous les feuilles des arbres tombés et ne pouvait pas comprendre s'il avait déjà connu cet homme. À ce moment-là, Jenfrey essayait de toutes ses forces et de tous ses moyens de combattre le boss. Son ami du village ne comprenait pas d'où venait une telle vitesse et soupçonnait qu'il pouvait s'agir d'un bœuf. À ce moment-là, le gars fuyait une autre attaque du monstre. Jenfrey a compris qu'il avait besoin de temps et d'opportunités pour créer quelque chose de nouveau. Malgré le fait que certains ingrédients avaient déjà été récupérés, ceux qui manquaient se trouvaient également dans la même clairière. Il n'avait pas eu la possibilité de les récupérer. Et tout cela à cause du patron qui le surveillait et l'attaquait constamment. Mais ensuite, il remarqua que tout ce qui lui manquait était juste à côté de Julius.
Et le gars a immédiatement couru vers son vieil ami pour récupérer tout ça, ce qui l'a beaucoup effrayé. Il a simplement assommé son camarade et révélé son emplacement. Immédiatement, Jenfrey a reçu une notification indiquant que des feuilles de gelée de crâne, une graine de châtaigne et une chenille avaient été ajoutées à son inventaire. Et pour le compléter, il lui fallait un dernier ingrédient, qui était de l'eau. Après avoir sauté dans le ruisseau, le système a signalé que le dernier ingrédient avait été obtenu. À ce moment-là, il accepta le sort de synthèse. Et debout dans le ruisseau, la synthèse de tous les ingrédients collectés a commencé à avoir lieu. Une fiole de poison de rang, apparut devant lui, ce qui avait pour effet de pénétrer dans le corps, diminuant la santé à chaque seconde. Julius a essayé de crier et de dire au gars que les cyclopes avaient une grande résistance au poison. Et son poison, même s'il n'était pas de bas grade, ne fonctionnerait pas. Mais Jenfrey le savait de toute façon. À ce moment-là, il tenait dans ses mains le liquide céphalorachidien d'un serpent noir de rang C, qu'il voulait synthétiser avec du poison ordinaire. Et c'est pour cela qu'il a tout fait. Et en utilisant la synthèse, une substance complètement différente d'un rang supérieur est apparue devant lui. Un puissant poison de rang D se trouvait devant lui. Et l'effet de ce poison avait augmenté par rapport au précédent, ce qui signifiait que sa santé serait considérablement réduite à chaque seconde qui passait. Julius était choqué car avant cela, il n'avait jamais vu un objet synthétisé 2 fois. Mais son plan était beaucoup plus précis, et il lança à nouveau le sort. Synthétiser ce poison avec sa lame pour un plus grand effet et renforcer la lame elle-même. À ce moment-là, l'ami du village pouvait à peine prononcer un mot à cause du choc. Le système a immédiatement signalé que le mille-pattes avait reçu un attribut toxique. Jenfrey croyait que c'était là le véritable pouvoir de son arme. Julius pensait que c'était presque impossible, car il avait utilisé la synthèse 3 fois et avait pu découvrir un nouvel attribut. Puis un cyclope est apparu derrière le gars qui a été surpris par les capacités de Jenfrey. Le gars s'est immédiatement excusé auprès du monstre et a demandé des éclaircissements sur le début du 2e tour. Le cyclope était déjà très proche de Jenfrey et prêt à attaquer à la bonne occasion. Dirigeait immédiatement son club le long de la trajectoire de course du gars. La bataille continuait et semblait se dérouler très rapidement. Mais Jenfrey était tout aussi rapide et n'avait plus l'intention de se cacher des attaques, mais de les repousser directement. Et maintenant, il était déjà au niveau de la tête du monstre. Le gars a compris que le corps se souvenait clairement de tous les mouvements du cyclope. Le monstre n'a eu que le temps de remarquer que le gars était déjà presque sur le dos. Jenfrey a immédiatement commencé à découper le corps du monstre avec des mouvements rapides. Continuant ainsi, il attendait simplement le moment où il recevrait une notification du système. Puis il est arrivé et a rapporté que le cyclope avait été gravement empoisonné et que sa santé serait considérablement réduite à chaque seconde. Mais le monstre a immédiatement utilisé son habileté et a éliminé tout le poison de son corps. Jenfrey a décidé d'infliger du poison à chaque coup. Il a continué à infliger des blessures au cyclope. Message concernant un empoisonnement appliqué à un monstre. Mais il a gardé un œil sur sa cible et a continué à utiliser ses compétences. Et tout aussi instantanément, il élimina tout le poison de son corps. Jenfrey a continué à attaquer et a été surpris par une récupération aussi rapide, malgré le fait que des rapports d'empoisonnement continuent d'arriver. Cyclope a immédiatement utilisé sa compétence et a récupéré, ce que le système rapportait chaque seconde. Mais lui, le gars, a continué à lancer des attaques empoisonnées. Le statut d'empoisonnement grave a été à nouveau imposé. Mais Jenfrey savait qu'il serait toujours capable de geler le cyclope avec ses attaques fréquentes. Il était maintenant temps de lancer l'attaque principale. Il était déjà préparé à une attaque suspecte. Percer le globe oculaire était un élément clé pour vaincre le cyclope. Après tout, le principal point faible était l'œil. Grâce à l'attaque précise du point principal, la compétence perception a fonctionné. Le cyclope tomba immédiatement à genoux et des taches apparurent sur ses jambes, annonçant son évaporation. Jenfrey a sauté du corps tombant du monstre et était clairement fatigué. Le système a immédiatement signalé qu'il avait reçu des points d'expérience et que le cyclope avait été vaincu. Julius fut choqué par ce dénouement des événements, uniquement parce que jusqu'au bout, il ne croyait pas à cette victoire. Il ne pouvait pas imaginer que le gars qu'il connaissait se tenait réellement devant lui. Les garçons se regardèrent dans les yeux et une sorte d'étincelle gênante passa entre eux. Julius n'a réussi à s'enfuir qu'en lui demandant de ne pas le tuer, mais Jenfrey a été surprise par un tel comportement. En rangeant son arme, il réfléchit à ce qui était le plus important pour lui à faire maintenant. Sa santé était extrêmement basse. Son niveau a également augmenté jusqu'au niveau 23 et son agilité a été augmentée grâce à cette compétence. Il a décidé que pour l'instant, il n'améliorerait rien jusqu'à ce qu'il ait accumulé 90 points et fermé la fenêtre d'état,
mais a ouvert l'inventaire. La récompense pour avoir vaincu le boss était de 350 000 pièces d'or, et un croc de cyclope, de rang D, a également été ajouté à l'inventaire. Ayant reçu une énorme quantité d'or, il décide d'en envoyer la moitié à sa mère. Il pensait qu'il était confortable pour lui de jouer seul et de ne rien partager avec qui que ce soit. Mais ce n'était pas pour cela qu'il était venu ici. La cible principale était l'œil du cyclope de rang C, qui pourrait être vendu à un très bon prix. Jenfrey fut amusé par le fait que cet œil paraissait complètement imprésentable et ferma l'inventaire. Il savait qu'il lui restait un dernier ingrédient pour créer une nouvelle arme. Il se rendit dans la plaine plate, qui était un donjon de rang D. Jenfrey atteignit sa destination, car il se souvenait très bien de ce donjon. Il a décidé de se détendre un peu et de réfléchir. Pour chaque joueur, l'objectif principal était de vaincre tous les boss sur tous les continents. Mais d'abord, il convient de s'attaquer au premier d'entre eux. Il vint vers lui pour obtenir une nouvelle arme qui était gardée par l'ange. Pour résoudre le mystère de la déesse déchue, l'œil du cyclope et un autre objet étaient nécessaires. Pour cela, il est venu ici, mais de nouveaux monstres étaient déjà apparus et avaient remarqué sa présence. Ils se sont immédiatement précipités pour attaquer Jenfrey, qui s'entraînait justement pour lui. Son objectif était de nettoyer le monde des monstres et de parvenir à une existence paisible pour les gens. Et offrez également à votre famille tout ce dont elle a besoin pour une bonne vie. Il a promis de fermer la bouche de tous ceux qui ne croyaient pas en ses capacités dès qu'il serait plus fort. Et il était déterminé à atteindre ses objectifs. Il gagnait constamment des points d'expérience et augmentait son niveau. La ville était en émoi. Une réunion urgente de l'association des aventuriers a été convoquée, dont le personnage principal était un nouveau venu qui a vaincu un monstre de niveau 33. C'était l'événement principal. Ils ont également reçu l'information selon laquelle le nom de ce type était Jenfrey, et tout le monde a été choqué de voir comment il était capable de faire une telle chose. Tout le monde a également reçu des informations sur l'apparence de ce type, et le haut-parleur a également annoncé le passage à d'autres nouvelles. Un groupe d'aventuriers a été arrêté en raison d'une chasse excessive aux oiseaux de cobalt, et il n'y avait pas suffisamment d'informations sur ce groupe. Jenfrey a continué à explorer le donjon et à tuer de petits monstres. La principale bizarrerie était qu'il marchait toute la journée, mais ne rencontrait pas celle qu'il cherchait. Il a collecté une énorme quantité de matériel, mais n'a jamais trouvé l'oiseau de cobalt. Même si je me souvenais clairement que dans le jeu, ce n'étaient pas des créatures rares. Chaque continent comptait 7 donjons allant du rang F au rang A. Il y avait aussi un donjon de rang S dans lequel vivait le boss lui-même, et ces oiseaux étaient censés être dans un donjon de rang D. Il comprit qu'il n'y avait rien à faire et décida d'aller en ville pour se renseigner. Jenfrey se dirigea vers la place principale où il allait trouver des informations et plus encore. Il a décidé de trouver la boutique dont il avait besoin et de tout découvrir là-bas. Là, il remarqua la boutique dont il avait besoin et se dirigea vers elle. Mais avant qu'il puisse ouvrir la porte, quelqu'un l'arrêta brusquement. Et puis il a remarqué un groupe qui traînait des sacs derrière leur dos. Ils se sont comportés de manière impudente, ont repoussé Jenfrey et lui ont répondu d'une manière très peu flatteuse. Le gars pensait qu'ils étaient des voleurs, et tout cela parce qu'ils parlaient de ce qu'il y avait dans leur sac comme d'un butin. Ils se dirigeaient vers la mère et la fille qui vaquaient à leurs occupations. La mère, ayant remarqué ce groupe, a essayé par tous les moyens de protéger sa fille de ces gosses-là. Mais la main de l'un d'eux, un membre de ce groupe plutôt semblable à un gang, voulait pousser la petite fille hors du chemin. La fille descendait déjà les escaliers en trombe et ne savait pas quoi faire. Jenfrey, remarquant cette attitude, s'est précipité pour sauver la petite fille d'une forte chute et y est parvenu à la dernière seconde. Il ne comprenait pas cette attitude et voulait savoir de quel genre de gang il s'agissait. Le groupe a remarqué les efforts du gars pour aider cette fille. Maman a essayé de remercier Jenfrey pour son aide, mais il dit qu'il n'est pas nécessaire de le remercier pour cela. Il a immédiatement commencé à examiner le chemin parcouru par ces gars-là. Un marchand inconnu apparut à côté de lui, qui surnomma le groupe « l'écume des chiens de montagne ». C'était le propriétaire du magasin vers lequel le gars se dirigeait, et il a, à son tour, expliqué qu'il s'agissait d'une nouvelle guilde qui exigeait de l'argent des vendeurs. Il raconte également l'histoire selon laquelle ce groupe particulier est impliqué dans la disparition des oiseaux cobalt. L'homme s'est immédiatement rendu compte qu'il avait reçu l'information pour laquelle il était venu. Mais malheureusement, ils n'ont aucune notion d'honneur. Ils étaient prêts à accepter le nombre d'enfants des femmes, donc de nombreux magasins ont été fermés. Jenfrey ne comprenait pas cette attitude et était choqué. Cette issue des événements a été très mauvaise pour tous ceux qui travaillaient dans cette ville. Comprendre qu'une guilde est un groupe de personnes et qu'il ne pourra pas résister à un tel nombre. Il avait une motivation furieuse pour frapper quelqu'un au visage
en raison d'une rancune personnelle contre ces personnes et le braconnage des oiseaux cobalt. Il décida qu'il ne laisserait certainement aucun de ses gars partir et décida de les rattraper. Bientôt, il se retrouva dans un endroit qui ressemblait davantage à une poubelle, car des bouteilles vides étaient éparpillées partout. Au coin de la rue, Jenfrey suivit tranquillement leur position. Il remarqua qu'ils buvaient diverses boissons et disposaient soigneusement tout le butin. Certains d'entre eux ont raconté comment ils avaient volé quelque chose dans un magasin voisin, mais aussi que le maître lui avait dit d'étendre son influence. C'était en effet une guilde de voleurs. Mais le gars était surtout intéressé par les plumes de l'oiseau cobalt. Quelqu'un était occupé à tout distribuer dans des chariots. Là, il remarqua des pots blancs remarquables, qui contenaient exactement ce dont il avait besoin. C'est dans ces bocaux que furent retrouvées les plumes de l'oiseau cobalt. C'est là que Jenfrey s'est rendu compte que c'était précisément parmi ces gars-là qu'il ne pouvait pas trouver un seul oiseau. Ici, ils ont commencé à discuter des nouvelles de l'association, car il avait été rapporté qu'un gars avait tué le 33e monstre en 5 minutes. Mais beaucoup pensaient que c'était des ragots vides. Le gars réfléchissait à son plan d'action à ce moment-là, car ils étaient trop nombreux. Puis quelqu'un l'a interpellé et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il semble que tous ces gars avaient une profession de voleur. Alors une compétence spéciale de furtivité a été émise, et il n'était pas surprenant qu'il ne remarque pas le gars derrière son dos. Jenfrey a essayé de dire qu'il passait simplement par là. Mais le gars qu'il a trouvé a répété la même chose. Le gars a commencé à proférer des menaces parce qu'il y a quelques jours, un espion d'une autre guilde a dit la même chose. À ce moment-là, le voleur s'est précipité pour attaquer le gars, mais il a réussi à esquiver. Jenfrey s'est rendu compte que ces gars étaient très rapides et que pour cette raison, la bataille contre eux serait encore plus dangereuse. Mais rien ne pouvait être fait et il prit son arme dans son inventaire. Le voleur a été étonné que son attaque ait raté le gars. Jenfrey, à son tour, l'a simplement fait trébucher. Après tout, il allait résoudre le problème de manière assez pacifique et a simplement regardé le gars tomber au sol. Alors qu'il volait, il l'a seulement frappé au cou. Ici, plusieurs membres du gang ont remarqué que quelque chose s'était passé et ont commencé à regarder autour d'eux. Ils ont vu l'un de leurs partenaires étendu inconscient et un inconnu debout au-dessus de lui. Il a essayé de lui expliquer qu'il n'était pas un espion et qu'il ne voulait pas se battre. Il avait juste besoin des plumes de l'oiseau cobalt. Mais ils ont remarqué qu'il avait une arme dans sa main, et c'est alors qu'il s'est rendu compte qu'elle ne se repliait pas dans sa direction. Le gang pensait que leur partenaire était mort, mais ils ne lui ont pas demandé s'il les suivait et ce qu'il avait fait à leur ami. C'est là qu'il s'est rendu compte que leur parler ne fonctionnerait pas, ce qui signifiait qu'il devrait agir à l'ancienne manière. Mais Jenfrey n'était pas si simple et était prêt pour cette bataille. L'un des voleurs s'est précipité sur lui par derrière, mais le gars s'attendait à cela. Cette vigilance a permis à Jenfrey de repousser l'attaque à ce moment précis sans se faire de mal. Mais il a répondu à cette attaque en le frappant au nez avec son arme. Il attendait simplement une réaction, mais le voyou essayait seulement d'arrêter le saignement avec sa main. Le voleur, qui pensait qu'il serait facile d'attaquer Jenfrey, a commencé à se plaindre que son nez était cassé. Il a immédiatement posé la question de savoir si des renforts allaient arriver et a demandé de ne pas mentir. C'était comme une bataille entre un seul homme et une foule en colère, ce qui était très ennuyeux. Jenfrey a continué à esquiver avec succès même les attaques les plus basses. Mais le gars a également lancé une attaque en réponse. Au même moment, le deuxième membre du gang a tenté d'attaquer le gars, mais Jenfrey a rapidement réagi. L'attaque avec une lance était dirigée de la même manière. Mais il saisit aussitôt l'arme, ne se laissant plus blesser. Et sortant l'arme, il lança une contre-attaque aux côtes. Mais ensuite, le système a envoyé 2 notifications informant que Jenfrey avait atteint un point faible et qu'à cause de cela, la compétence Perception avait été activée. Il a immédiatement essayé de s'excuser auprès des gars, réalisant que cela lui avait probablement causé une douleur incroyable. Mais personne n'avait l'intention de le laisser tranquille, et le troisième se précipitait déjà vers lui avec une hache. Le gars a facilement esquivé cette attaque en s'accroupissant simplement. Et il lança une contre-attaque visant le menton avec le manche de son mille-pattes. Au début, Jenfrey ne voulait pas les combattre pour cette seule raison. Il ne voulait pas faire un tel désordre. Mais il est venu vers eux avec une seule demande. Il avait besoin des plumes de l'oiseau cobalt et rien de plus. Ici, le gars a remarqué quelque chose et a réagi rapidement. Une attaque était prévue contre lui par derrière. Mais il a réussi à la repousser à la dernière seconde. Le voleur professionnel qui a perpétré cette attaque a été surpris, car peu de personnes peuvent repousser une telle attaque. Jenfrey a compris que cette attaque avait dû être menée grâce à la compétence furtive. Ici, il se rappela que c'était celui qui venait de l'attaquer et de pousser cette petite fille.
Ils se sont croisés et ont commencé à observer les actions de l'autre. Le voleur a dit qu'il était le chef adjoint des chiens de montagne et a demandé d'un ton interrogateur s'il connaissait le nom de Sabo Masuo. Mais il n'avait jamais entendu ce nom et ne comprenait pas ce qu'il y avait de si cool là-dedans. Ici, ce voleur s'est souvenu que Jenfrey avait bloqué son chemin auparavant et s'était précipité pour attaquer, et il était clair que cela valait la peine de s'occuper de lui plus tôt. Malgré tout ce qu'ils ont volé, les armes n'étaient pas de très bonne qualité. Le voleur pensait que Jenfrey n'avait même pas l'air d'avoir 20 ans. Mais malgré cela, il était doué au combat. Même si je pensais que tous ses mérites dans la bataille n'étaient que le mérite de bonnes armes, considérant que les débutants ont vraiment de la chance. Le chef de la bande de chiens a expliqué que l'arme n'est qu'un bibelot et que tout dépend uniquement des compétences professionnelles de la personne elle-même. Ici, un coup d'une force énorme fut porté très près de Jenfrey, mais il le manqua. Mais comme la profession a changé, l'apparence pouvait immédiatement révéler la profession. Il a été si intelligent en m'informant qu'il me demandait s'il était un fabricant de potions. Le voleur considérait sa classe comme une poubelle, mais en voyant l'arme, il s'est rendu compte qu'elle était très rare. C'était la seule raison pour laquelle il pouvait encore se tenir debout. Pour un voleur, l'aventurier pensait que le gars n'avait jamais eu de tels combats auparavant et se moquait un peu de lui. Plusieurs lames étaient déjà prêtes à attaquer et suspendues dans les airs. En contrôlant les lames avec la magie, il pensait pouvoir facilement les forcer à battre en retraite. Mais Jenfrey n'avait qu'à lever son arme dans la direction et abattre toutes les lames. Le voleur a dit que dans les batailles, le gagnant est celui qui découvre le premier la profession de son adversaire. Il a dit avec moquerie que la seule compétence qu'il avait était la synthèse, ce qui ne l'aiderait pas au combat, ce qui signifie que le voleur a gagné en termes de force physique. Il pensait que la profession était inconnue de Jenfrey et pour cette raison, il croyait qu'il avait un avantage. Le gars était étonné parce qu'il a vu l'utilisation du mot « furtif » et cela a créé une dissonance dans sa tête. Ici, ce type a commencé à se justifier et à dire qu'il était en fait un invocateur, ce qui est devenu drôle pour le type parce qu'ils lui ont tout dit eux-mêmes. Il s'est rendu compte qu'il serait plus difficile de lutter contre le voleur, car il avait la capacité de voler et il pourrait perdre son mille-pattes. Et Jenfrey serait très offensé, il n'y avait donc pas de temps à perdre. Il était déjà sur le point de passer à l'attaque. Le gars était sérieux au sujet de la victoire. Mais ensuite, deux inconnus du même groupe sont apparus derrière lui. En remarquant cela, il fut étonné et ne pouvait pas comprendre à quel moment tout cela s'était produit. C'était une autre utilisation de la furtivité, et il se précipitait déjà à nouveau vers le gars. Jenfrey avait également des compétences de gymnaste, il esquivait donc facilement leurs attaques. Malgré ses compétences, il a dû endurer des difficultés à cause de telles esquives. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à attaquer en réponse, et elle a volé vers l'endroit le plus vulnérable de l'homme. Pour ce voleur, la sensation n'était pas si agréable. Le système a signalé que le coup avait touché l'ennemi à son point le plus vulnérable. Une deuxième notification concernant l'activation de la compétence « Perception » a immédiatement suivi. Une fois la compétence déclenchée, la réaction n'a pas tardé à arriver. Le cri de douleur était si fort qu'il a brisé un grand nombre de fenêtres des bâtiments voisins. Le nom du voleur était Sabo, et tous ceux qui s'inquiétèrent de son état ont immédiatement essayé de le réveiller. Mais il a simplement perdu connaissance à cause du choc douloureux. Jenfrey a essayé de s'excuser et d'expliquer qu'il ne l'avait pas fait exprès. Mais ensuite, il s'est rendu compte que malgré cela, la bataille n'était pas terminée. Le gars était déjà derrière les deux autres membres du groupe. Il a indiqué que s'ils ne veulent pas se retrouver à la place de ce type, ils doivent remplir certaines conditions. Jenfrey a malicieusement demandé qu'on lui donne uniquement les plumes de l'oiseau cobalt et qu'elles restent intactes. Les voleurs étaient à genoux devant leur patron qui était inconscient et se tournèrent vers le gars. Ils ont vu son visage très en colère, ce qui ne leur a pas permis de douter de son sérieux. La peur les a pénétrés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes et, après avoir compris exactement ce dont le gars avait besoin, ils ont immédiatement essayé de le lui apporter. Mais derrière leur dos, ils pouvaient entendre les conversations du reste du groupe. Tout le monde considérait Jenfrey comme un espion d'un autre groupe et rapportait qu'il avait tué tous les gars. Il a essayé de se justifier et d'expliquer qu'ils avaient tout mal compris. Mais le groupe l'entoura, prêt à attaquer, et n'avait aucune intention de battre en retraite. L'un des chiens s'est moqué de lui et a dit que tout le monde ne ferait pas une chose pareille. Mais le deuxième l'a remarqué et s'est intéressé à ce qui se trouvait là, écumant à la bouche. Ils ont réalisé que c'était le directeur adjoint qui était allongé là et ont été choqués. Tout le monde s'est immédiatement précipité vers lui et a essayé de comprendre ce qui lui était arrivé. Sabo était complètement KO, mais personne ne doutait de sa force même après cela.
Le groupe pensait que le député avait perdu uniquement à cause de l'alcool qu'il avait bu. Jeffrey, avec un sourire sur son visage, était sûr que Sabo n'avait pas bu, mais qu'il était tout simplement trop confiant en lui-même. Puis une question a été entendue sur ce qui se passait dans cet endroit et toute la bande s'est immédiatement retournée, effrayée. 3 hommes sérieux du même groupe se dirigèrent vers eux, mais l'un d'eux marchait devant tout le monde et avait clairement la plus grande part d'influence sur le gang. Tout le monde a commencé à courir vers lui, réalisant que le chef était venu lui rendre visite. Beaucoup ont essayé de se faire taire et de rapporter ce qui se passait sur cette place. Jeffrey vient de regarder et a été surprise de rencontrer le chef de la guilde. Il était étonné que quelqu'un ait essayé de les attaquer une fois de plus. Mais tout n'était pas comme ça, même s'ils ont également rapporté que Sabo avait été battu. Le chef de guilde était clairement agressif envers le gars. Mais Jeffrey était également prêt à se battre si c'était nécessaire. Il a essayé de justifier le comportement de ses subordonnés et a dit que même s'ils étaient impolis, ce n'était pas une raison pour les battre. Ici, le gars a pu parler et dire qu'il n'était membre d'aucune guilde, ce qui a étonné le chef. Il trouvait drôle que ce type ait pu vaincre tout son peuple à lui tout seul. Il éclatait de rire malgré le fait qu'ils aient été humiliés par un aventurier solitaire. Et puis le leader a proposé de rejoindre leur équipe de la manière la plus sérieuse. Jeffrey fut surpris par le dénouement des événements et ne comprit pas ce qu'il venait d'entendre. Ils ont essayé de lui expliquer que dans d'autres circonstances, il aurait été battu et forcé de s'excuser, mais puisque Sabo était inconscient, il ne pouvait certainement pas être manqué. Ici, il a décidé de le serrer dans ses bras, pensant que Jeffrey était si heureux qu'il n'avait rien à dire. Puis, a suggéré d'aller dans un bar et de faire la fête. Il ne comprenait pas pourquoi, sans son consentement, il était déjà reconnu comme membre de ce groupe. Jeter la main du chef hors de son épaule, avec une action légèrement brutale. Jeffrey a expliqué qu'il était venu ici uniquement pour les plumes d'oiseaux cobalt et qu'il n'avait jamais eu envie de rejoindre leur guilde de 3e ordre. Et après avoir expliqué tout cela, il leur demanda de lui donner les plumes et de se disperser. Le chef était stupéfait d'une telle impudence, car personne n'ose les qualifier de 3e ordre. Jeffrey a expliqué qu'ils sont comme ça. Ils n'attaquent que les faibles. Ils ne seraient pas en mesure de fournir la moindre concurrence aux forts. Le chef s'est immédiatement jeté sur le gars dans une attaque furieuse. Mais il a facilement esquivé, et l'attaque a atterri sur la zone pavée de pierre. Il lui suffisait de reculer un peu, et l'attaque à la hache irait dans l'autre sens. Alors que l'arme gisait sur la place, ses yeux se remplirent de sang. Une tête pleine de rage et des yeux injectés de sang. Il était très étonné que quelqu'un ait pu échapper à son coup. Mais cela ne l'empêche pas de battre l'homme à mort et de le vendre comme esclave. Après le coup, Jeffrey s'est rendu compte que la profession de cet homme n'était clairement pas celle de voleur. Il n'avait pas une force aussi écrasante. Immédiatement après ces mots, un deuxième coup a suivi, mais le gars a immédiatement fait un bond en arrière. Il a dû immédiatement s'allonger sur le sol alors qu'une autre attaque suivait. Il a parfaitement esquivé toutes les attaques, en utilisant des techniques de gymnastique. Jeffrey a clairement compris qu'il ne voulait pas voir ses compétences professionnelles et qu'il fallait s'en occuper plus rapidement. Il s'est immédiatement dirigé vers le chef du gang avec une attaque ciblée. Jeffrey a immédiatement réagi et a esquivé une autre attaque à la hache. Tout le monde ne comprenait pas comment il parvenait à l'esquiver à chaque fois. Il a même réussi à lancer une attaque visant le coccyx. Le chef fut choqué par le dénouement des événements. Personne n'avait jamais réussi à faire cela auparavant. Ce qui était le plus surprenant, c'est que l'attaque était délivrée avec le dos du poignard et restait pourtant très forte. Jeffrey se retourna et se demanda si son plan avait été découvert. La colère a tellement envahi le leader qu'il a décidé d'utiliser la compétence « supprimer ». Et il a perdu sa hache, la mettant dans son inventaire. Jeffrey a cessé de comprendre ce qui se passait et s'est demandé pourquoi l'arme avait été retirée. Là, il commença à deviner de quelle profession il pouvait s'agir, et là, il entendit enfin le nom de la compétence, à savoir « Massacre » était le nom de la compétence qui permettait de recevoir un énorme boost. La compétence était passive de la profession « combattant ». Il a doublé l'état de puissance pendant 3 minutes lorsque l'arme a été rangée. Les soldats étaient heureux et soutenaient leur commandant de tout leur cœur. Jeffrey a deviné et avait raison. À ce moment précis, le poing du leader volait déjà vers le gars. Mais il s'arrêta presque devant le visage comme pour se donner le temps de réfléchir. Soit la réaction de Jeffrey a aidé, soit pour une raison quelconque le leader n'avait vraiment pas la vitesse. Mais le coup a frappé le mur. Le gars a compris que s'il était touché une seule fois, il ne s'en sortirait certainement pas vivant. Le commandant a continué d'essayer d'attaquer. Il savait déjà avec certitude qu'il voulait tuer Jeffrey. Mais le garçon était clairement déterminé à se battre. Jeffrey attaqua l'estomac avec un coup sérieux.
Le système a signalé que l'attaque a été menée sur des points vulnérables. Le système a également signalé que la compétence perception fonctionnait. Ici, toute l'équipe a été choquée par le dénouement des événements. Le chef de la guilde était inconscient, et tout le monde était dans un état d'esprit inexplicable. Ils ont commencé à se regarder et à se demander si c'était ce type des nouvelles. Il a dit qu'il était habillé avec l'uniforme de base d'un fabricant de potions. Le fait que Jenfrey ait les cheveux noirs et les yeux bleus confirmait déjà le fait que les nouvelles parlèrent de lui. Beaucoup étaient choqués, tandis que d'autres étaient heureux de voir le reportage sous leurs yeux. Jenfrey ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si choqué. Il a essayé de leur parler, mais tout le monde était tellement effrayé par ce qu'il avait fait à leur chef qu'ils s'enfuirent de cet endroit, effrayés. Jenfrey ne comprenait pas comment tout le monde connaissait son nom, mais il ne pouvait plus demander. Là, il s'est rendu compte que pour lui, cela ne faisait aucune différence. Il voulait maintenant simplement rapporter les marchandises au magasin et continuer sa route. Sigrun Falls était un donjon de rang B, mais Jenfrey pensait que le boss de ce donjon était trop faible et inintéressant. Le système a signalé que le boss était un Baphomet de niveau 35, et des points d'expérience ont été attribués. Il est revenu à l'ange qu'il avait vu dans le passé, mais il lui manquait la plume de la dernière rencontre. Jenfrey se leva et regarda la statue d'un ange qui faisait 2 fois sa taille. Il salua la déesse déchue et se demanda s'il pouvait découvrir la vérité et résolver son énigme pour obtenir des trucs sympas. Jenfrey décida de rendre ce que la déesse avait perdu et prit les choses nécessaires dans son inventaire. À savoir, l'œil du cyclope et la plume de l'oiseau cobalt, il comprit qu'il n'était pas difficile de deviner ce qui lui manquait. La déesse attendait juste qu'un des aventuriers le découvre. Bien sûr, beaucoup ont supposé que l'œil du cyclope devait être inséré dans l'orbite gauche, mais peu de gens ont remarqué l'espace dans l'une des ailes. C'est là que la plume d'oiseau cobalt s'est avérée utile. La plume était en effet le 2e élément manquant. Le système a signalé que le souhait de la déesse déchue a été exaucé. Puis la magie a commencé à se produire et la déesse a commencé à briller. Des larmes coulaient de ses yeux, symbolisant la gratitude. Le système a également fait état d'une gratitude incommensurable envers la personne qui a fait preuve d'un tel geste. Une coupe apparut devant lui qui pouvait lui dire quelle serait la 2e arme secrète. Un halo apparut au-dessus de la coupe qui était l'arme. C'était le halo céleste de Lucifer, qui donnait une chance de plus de 100 et une durabilité de 2000, et qui ouvrait également la capacité de lecture des pensées et la capacité de sens magique. La 3e compétence était débloquée sous certaines conditions, et obtenir cette arme n'était certainement pas facile. Il regarda avec gratitude la déesse, qui restait dans sa pose originale. Jenfrey a remercié la déesse pour une si belle arme et était heureuse de la recevoir. L'âme de la déesse a été apaisée avec l'aide de ce qui manquait à ce que le gars avait dans son inventaire. Là, il décida de vérifier à quoi cela ressemblerait sur lui. Mais il pensa que cela le ferait ressembler à un homme mort. Il a décidé qu'il ne voulait pas trop se démarquer et avait le sentiment qu'il serait considéré comme un bizarre plutôt qu'un aventurier cool. Puisqu'il avait maintenant un halo, il pensait pouvoir visiter le premier donjon de rang S. Mais il y avait un problème à cause duquel il devait se rendre à un rassemblement de personnes qui cherchèrent une guilde. Jenfrey n'était pas contente qu'il soit impossible d'entrer seul dans des donjons de ce niveau. Selon les règles de la guilde, seul un groupe de 7 personnes pouvait entrer dans le donjon de rang S, à savoir les volcans Ani. En regardant les listes d'aventuriers à la recherche de partenaires, il n'aimait pas le fait qu'il devrait réunir un groupe. Dans le jeu, après avoir terminé un donjon de rang S, le démon pouvait être à nouveau érigé, mais depuis une autre partie de la carte. Après avoir terminé le premier donjon, un titre était attribué, qui était un ticket direct pour la 2e région. Jenfrey voulait y aller le plus vite possible, mais ce n'était pas si facile. Des choses étonnantes ont commencé à se produire dans son dos. À savoir, beaucoup ont remarqué un groupe de mages du feu qui apparaissait rarement dans de tels endroits. Le gars a également remarqué cette équipe et s'est rendu compte que cela pourrait être sa chance. Une équipe de 6 personnes de différentes professions était assise, attendant une décision du commandant. Le chef de cette équipe était une belle fille, Freyna Ashbert. Elle était une mage de niveau 45 et, de par sa profession, elle avait obtenu un grand succès à l'âge de 23 ans. Jenfrey s'est rendu compte qu'il avait l'occasion de découvrir de quoi parlait cette équipe. C'est pourquoi il a activé la première compétence du Halo, qui était la lecture des pensées. Le sentiment de Freyna était comme un besoin. Jenfrey se tenait non loin d'eux et comprenait qu'ils étaient perdus. L'équipe voulait entrer dans un donjon de rang S, mais il leur manquait un combattant.
Le gars a immédiatement réalisé que sa nouvelle arme valait définitivement son prix. Le commandant a décidé qu'il rentrerait probablement chez eux, aujourd'hui aussi. Mais Jenfrey a quand même décidé de s'approcher d'eux et de les distraire de la conversation avec ses excuses. Il a demandé avec un sourire sur son visage de rejoindre le groupe avec eux et a également mentionné qu'il leur manquait un joueur. L'équipe a été impressionnée par l'apparence de Jenfrey, car il avait un halo au-dessus de sa tête. Il s'est rendu compte que tout le monde se moquait probablement de lui, notamment à cause de sa deuxième arme. Ici, un des participants l'interrompit et lui dit qu'ils avaient décidé de ne plus chercher d'autres participants dans le groupe. Ce type ressentait de l'anxiété, à savoir de l'inquiétude pour les combattants blessés de l'équipe. Jenfrey réalisa que leur 7e combattant avait été blessé dans le donjon plus tôt et qu'il leur manquait maintenant un membre pour entrer. Mais il tourna immédiatement son attention vers la dirigeante et lui demanda d'abord son avis. Parce que Freyna semblait très inquiète de ne pas pouvoir entrer dans le donjon, il ne comprenait pas pourquoi on lui refusait l'accès. Elle l'a interrompu et lui a dit que ses préoccupations ne le regardaient mono pas. Et puis, le système a signalé que Freyna était en fait inquiète pour son père, qui était également entré dans un donjon de rang S il y a un mois, et personne de son groupe n'était jamais revenu. Après cela, le gars a compris ce qui inquiétait vraiment cette dame. Et Jenfrey a également noté qu'elle était inquiète. Tout cela était dû au fait qu'il y avait un halo au-dessus de sa tête, ce qui lui permettait de se soucier de sa santé. Jenfrey était confus par cela, et il a décidé de se présenter et de dire qu'il voulait vraiment visiter ce donjon. Puis un membre de l'équipe s'est rendu compte que les nouvelles parlaient de ce type. Tous les membres de l'équipe, réalisant cela, furent choqués, car toutes les rumeurs étaient vraies dans cette affaire. Jenfrey a finalement compris ce qui se passait et pourquoi tout le monde connaissait son nom, à savoir qu'il avait été présenté dans un reportage d'aventure. Ici, Freyna commença à soupçonner qu'il pouvait lire dans les pensées, et même si elle ne croyait généralement pas aux nouvelles, elle comprit que ce type ne ressemblait pas à un aventurier ordinaire. Pour elle, il ressemblait à un homme qui connaissait déjà exactement tout le chaos de ce monde et savait ce qui en était. Freyna ressentit un sentiment d'inquiétude en regardant Jenfrey, et puis elle a annoncé sa décision de l'intégrer à l'équipe. Sa décision était irréfutable et elle s'est immédiatement levée de son siège. Mais elle a dit que s'il se mettait en travers de leur chemin, il le laisserait là. Jenfrey était heureux d'avoir finalement réussi à intégrer leur équipe. L'équipe s'est dirigée vers un donjon de rang S, à savoir les volcans Ani. Finalement, il a été placé en premier, ce qui n'était pas la meilleure position. Il était tendu dans cette position à cause d'une collision avec un monstre, mais la fille marchait derrière. Quelqu'un était tendu à cause de la présence de Jenfrey, mais il n'y avait aucune confiance en lui. Freyna lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il avait juste besoin d'être indiqué dans la bonne direction. Au pire, il l'utiliserait comme appât. Ici, l'un des gars a demandé si Jenfrey était vraiment le garde des nouvelles. Mais comme il n'avait pas entendu cette nouvelle, il ne pouvait penser à rien de mieux à dire que non. Ce type n'était pas content de cette réponse. Le système a signalé qu'Arthur était confus et ne lui faisait pas confiance. Le deuxième membre de l'équipe a demandé de ne pas croire les rumeurs et croyait également que le halo ne signifiait rien. Jenfrey était très en colère à l'idée d'avoir l'air stupide, mais en fait son halo était très utile. Ici, une notification est apparue devant le gars indiquant que la deuxième compétence qui pouvait détecter le pouvoir magique avait fonctionné et qu'un mouvement suspect avait été remarqué. Le gars s'est rendu compte que tous les monstres du haut de la montagne descendaient du haut de la montagne. Jenfrey a immédiatement compris qu'il devait agir très vite. Il a immédiatement appelé les magiciens de l'équipe et leur a ordonné de mettre en place d'urgence des barrières de protection. Tout le monde était étonné par ce comportement et ne comprenait pas pourquoi, mais il essayait d'expliquer qu'il y aurait une éruption maintenant. Tout le monde ne pouvait toujours pas croire les paroles de Jenfrey, car il n'avait aucune confiance en lui. Mais ensuite, une éruption a réellement commencé, ce qui ne faisait aucun doute. Puis l'effondrement a commencé, et le gars a essayé de presser tout le monde. Mais l'équipe a continué à rester là. Il était trop tard pour que la personne moyenne puisse créer une barrière. Il a néanmoins réussi à utiliser la magie de réflexion. Jenfrey fut étonné de voir qu'il pleuvait des pierres, et comprit qu'il devrait attendre que tout se calme. Freyna a ordonné à tout le monde de rester en place. Elle a sorti son bâton de son inventaire. Et puis, elle a commencé à lancer son sort. Météor Breeze était un sort très puissant. Elle a dirigé cette attaque dans la même direction d'où venait la pluie de pierres, pour enlever toutes ces pierres et ne pas accabler ton peuple. Après le départ, toutes les pierres ont commencé à fondre. Tout le monde était étonné par une telle puissance. Jenfrey était heureuse d'avoir l'élément feu et de pouvoir refléter un tel nombre de pierres avec une telle facilité.
Mais ensuite, une fissure est apparue dans le sol, soit à cause des attaques, soit pour une autre raison inconnue. La fissure s'étendait sur une immense bande tout le long de leur parcours. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un membre de l'équipe a crié parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la fissure soit si profonde et qu'Arthur commence à tomber. Mais ils ont réussi à l'attraper et à ne pas le laisser mourir. C'est Jenfrey qui a essayé de sauver le gars. Les pierres sous ma main ont commencé à glisser dans l'abîme. Jenfrey s'est rendu compte qu'il commençait à échouer de la même manière. L'équipe est simplement restée sur place pour observer ce qui se passait. Et les deux gars volèrent déjà ensemble dans les profondeurs de la crevasse. Leur chute a été très douce, mais pour quelle raison? Ils sont tombés sur un représentant de la chauve-souris duveteuse, qui était de niveau 38. Jenfrey pensait que c'était vraiment de la chance, mais il réalisa ensuite que son halo ajoutait 100 fois plus de chance à sa chance. Là, elle se tourna vers eux avec un mécontentement évident. Et le gars s'est rendu compte qu'il serait préférable pour eux de commencer à s'échapper de ce lieu de séjour. Mais la chauve-souris était clairement en alerte et se préparait à attaquer. Jenfrey a prévenu que ce monstre absorbe toutes les attaques et les renvoie vers l'ennemi. Vous devez donc être prudent. Le gars, tremblant, prévint qu'il le savait. Ici, des signes d'une offensive sont apparus et le gars a prévenu Arthur à ce sujet. Il avait peur et ne savait pas quoi faire. Jenfrey a dû l'aider d'urgence. Il attrapa Arthur par le côté et essaya de l'éloigner de toutes les pierres volantes. Le gars a eu du mal à cause de cela, car une telle chute n'était pas agréable. Jenfrey lui a demandé d'être encore plus prudent. Sinon, il ne sortirait pas de cet endroit, mais mourrait tout simplement. Le monstre ne comprenait pas non plus ses cris à proximité. Ici, Arthur remarqua un trou qui était au-dessus de sa tête et réalisa, s'il n'avait pas été repoussé, il se serait déjà transformé en crêpe. Ce monstre n'était même pas de rang S. Là, il remarqua que certains mouvements commencèrent du côté de Jenfrey et ne comprit pas ce que c'était. Par la suite, Arthur remarqua le gars intact et une chauve-souris couchée à proximité. Ici, il s'est rendu compte qu'une seule attaque suffisait à tuer un tel monstre. Ou était-ce seulement suffisant pour Jenfrey? Le commandant a essayé de découvrir les signes vitaux des deux qui sont tombés dans l'abîme. Avec l'aide de la magie du feu, elle a eu une telle opportunité. Tout le monde s'intéressait à l'état d'Arthur et à ce qui se passait dans la crevasse. La demoiselle d'honneur a rapporté que le gars de leur équipe était vivant et que tout le monde était heureux. Ses souvenirs de ce mystérieux homme la hantaient, car au début, il prenait des risques pour se sauver. Il était également au courant du tremblement de terre imminent avant tout le monde. Mais ses pensées furent interrompues par la foule, qui leur demandait s'ils voulaient bien descendre également. Elle a déclaré que ce serait une perte d'effort, puisque leur objectif principal était de vaincre les démons et d'apporter la paix sur le continent. Elle a également ajouté qu'ils se dirigeraient vers le sommet et se rencontreraient en chemin. Elle a dit qu'Arthur était son frère et qu'il s'était entraîné avec elle. Donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour lui, même si dans son cœur, elle priait pour qu'il revienne indemne. Le gars a dit à Jenfrey que le chef d'escouade était sa sœur et qu'ils étaient allés dans ce donjon pour chercher leur père. Mais les plans de notre héros allaient bien plus loin. Arthur ne comprenait pas où le gars se dirigeait, car ils se déplacèrent dans la direction opposée au sommet où vivait le démon. Jenfrey ne comprenait pas si le gars voulait vraiment attaquer un tel monstre ou s'il voulait juste mourir. Le gars a immédiatement réalisé ce qu'il disait et s'est tu. Et notre héros a dit qu'il se dirigeait vers l'antre du monstre. Le système a signalé qu'à ce moment-là, il éprouvait des sentiments contradictoires, car il voulait augmenter son niveau. Jenfrey l'étonna par son intelligence et lui dit de le suivre si Arthur voulait être plus fort. Ici, ils se retrouvèrent à l'entrée de la grotte où tous les mauvais esprits de ce monde s'étaient rassemblés. Le système a signalé qu'il y avait de nombreux phénix des 41e et 42e niveaux à cet endroit. Le niveau de ces monstres était plus élevé que celui de la chauve-souris duveteuse. Mais Jenfrey était confiant dans sa victoire et se préparait déjà à attaquer les monstres. Les phénix commencèrent à l'attaquer, et pour l'instant ils se déplaçaient un par un. Mais les mêmes attaques ont commencé à devenir plus fréquentes par derrière, car toute la meute l'a remarqué et était prête à tuer l'invité non invité. Arthur a immédiatement réalisé qu'une bataille en tête-à-tête serait facilement gagnée, mais contre une meute, ce serait trop difficile. Ici, le gars a remarqué un mouvement inhabituel derrière son dos. Mais il a eu suffisamment de temps de réaction pour se dégager de l'attaque dirigée contre lui. Mais Arthur décida qu'il essaierait d'aider dans cette bataille. Même si Phoenix était d'un très haut niveau, le gars était déterminé. Le monstre était prêt à attaquer et volait déjà vers le gars. Arthur réalisa immédiatement qu'il ne pouvait pas gagner en combat rapproché et prit une autre arme de son inventaire. Il décida qu'il serait préférable pour lui de prendre position plus loin et de tirer sur les oiseaux. Il a très bien tiré et a touché les phénix à la gorge.
ce qui lui a permis de monter en niveau à distance. Ici, Arthur a décidé de montrer que s'il se battait en 1 contre 1, il ne perdrait certainement pas. Et j'ai décidé de vérifier comment les choses se passaient avec Jenfrey, mais je ne m'attendais pas à voir ça. Un homme était assis parmi une montagne de cadavres, et quelque chose qui ressemblait à du feu brillait devant lui. Il mangea tranquillement la délicieuse viande de phénix. Arthur fut étonné que tous les monstres restants aient déjà été vaincus, et le système signala que la viande ressemblait à du poulet. À ce moment-là, Jenfrey se sentit mal et pensa qu'il avait trop mangé, même s'il se demandait si la viande lui donnait des bienfaits. Ici, il a reçu une notification indiquant qu'un flux de puissance magique approchait. Alors qu'il mangeait la viande de phénix, il fut mécontent qu'à ce moment précis, un autre monstre commence à s'approcher. Une créature plus grande apparut devant eux. Cette créature ressemblait à un énorme lézard de feu. En fait, c'était une salamandre de niveau 45. Ici, Jenfrey s'est rendu compte que pour une raison quelconque, le boss principal du donjon était ici. Il était effrayé par l'issue des événements. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, à savoir la détérioration de l'état de Jenfrey, à cause de laquelle ses statistiques ont également chuté. Il a demandé à Arthur de faire attention à ce monstre. Après tout, cette créature a augmenté ses statistiques en mangeant des gens. La salamandre se préparait à attaquer avec sa queue. Elle a jeté Arthur contre le mur. Jenfrey a demandé si tout allait bien avec le gars. C'était trop pour le gars, et il n'aurait probablement pas pu aider dans cette situation. Il a demandé à Arthur de se cacher pendant qu'il s'occupait de la salamandre. Jenfrey était déjà devant le monstre et était prête à attaquer ou à repousser les attaques. La salamandre agissait étrangement et il semble que le gars ait compris ce qui se passait. Il trouvait drôle que le monstre ait des problèmes d'estomac, à savoir que rien ne rentrait dedans. Mais il semble que tout n'était pas si simple, et il semble que la salamandre était sur le point de vomir. C'était une déclaration exacte. Elle a pris la décision de vider son estomac. Un tas d'ossements humains est apparu devant Jenfrey, mais il n'était pas surpris. Et il y avait aussi une épée qui traînait à proximité. Arthur a été choqué par l'arme qu'il a vue. Jenfrey a décidé qu'il devait mettre fin à cette bataille rapidement. La salamandre était encore plus en colère qu'au début de la bataille. Arthur courut vers les vêtements et l'épée qui gisaient sur le sol, réalisant qu'il s'agissait des affaires de son père. Voici une notification du système signalant de la colère et un désir de vengeance venant du gars. Jenfrey était frappé par de telles émotions. Arthur s'est perdu et a juré de tuer le monstre. Il s'est lancé à l'attaque sans aucun contrôle de soi. Il se précipitait à une telle vitesse que personne n'avait le temps de réagir. Jenfrey a essayé d'arrêter le gars et lui a demandé de ne pas avoir d'ennui. La queue de la salamandre volait vers le gars et il allait probablement avoir du mal. Le gars s'est envolé à 1 mètre du monstre et est tombé inconscient. Arthur se leva rapidement et continua à parler de le tuer. La salamandre était furieuse. Jenfrey a renversé le gars et était très en colère contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi il ne l'entendait pas, car il leur demandait simplement d'attendre. Arthur demanda à le laisser partir, mais ils continuèrent à lui crier dessus, disant qu'un tel monstre ne pouvait pas être vaincu seul. Les cris de la famille étaient ainsi forts, et tout cela parce qu'il souffrirait énormément de la mort d'un membre de l'équipe et d'un frère. Puis finalement, le gars a compris le message à propos de Jenfrey et il a compris ce qui se passait. Mais il a continué à demander à comprendre qu'un tel monstre ne peut pas être vaincu en 1 contre 1. Arthur a commencé à crier en retour et à dire qu'il comprenait tout cela, mais qu'il ne voulait pas reculer. Il fondit en larmes et dit qu'il ne pouvait s'empêcher de venger son père. Le gars était en colère contre lui-même pour son impuissance. Ses poings étaient soumis à une tension énorme qui commençait à s'atténuer progressivement. Jenfrey s'est excusé d'avoir dû crier, s'est levé et s'est dirigé vers le monstre. Arthur n'arrivait pas encore à reprendre ses esprits, mais il n'était plus désireux de se battre. En clarifiant les informations pour savoir si le gars était un chasseur, il s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait la bonne profession pour ce donjon. Le gars n'avait que des flèches et des soins dans son inventaire, bien que... Il y avait aussi des poils de chauve-souris duveteux, mais d'où venaient-ils? Jenfrey a expliqué que cela était possible grâce à une compétence passive cachée de sa classe. Arthur ne comprenait pas de quel genre de capacité cachée il s'agissait, mais il n'entendit pas de réponse car un plan d'action apparut. Ici, il déclara qu'ils s'occuperaient ensemble du monstre et que ce serait leur secret. Les gars étaient très sérieux dans cette bataille. Même le craintif Arthur était désormais confiant dans sa victoire. La salamandre n'était pas un adversaire facile, et pour cette raison, il fallait recourir à la ruse. L'ambiance est restée victorieuse de tous. Salamander n'avait pas non plus l'intention d'abandonner sans se battre. Jenfrey a demandé à le polir. Arthur commença immédiatement à lancer un sort, qui parlait d'aide dans la bataille contre la salamandre. Cela ressemblait à de la magie secrète,
car toute la magie se produisait dans le dos de Jenfrey. Le système a signalé qu'Arthur lui avait donné un bonus d'inspiration de combat. Le système a également signalé que l'effet durerait 5 minutes et que la force musculaire et la vitesse seraient augmentées de 30%. La salamandre ne comprenait pas ce qui se passait, mais était prête à attaquer. Arthur a précisé à quel moment ils utiliseraient les poils de chauve-souris. Jenfrey m'a remercié pour le bœuf, car il a aidé à faire disparaître le debuff de l'estomac, et m'a dit d'agir selon le plan. Le gars a commencé à réduire rapidement la distance par rapport au monstre. La salamandre était également prête à attaquer à tout moment ou elle était prête à ouvrir la bouche à tout moment et à manger sa prochaine cible. Jenfrey a compris qu'en raison de la grande quantité de santé du monstre, il devrait attaquer pendant une longue période. Avec des attaques rapides et non-stop, le gars a continué à réduire la santé de la salamandre. Le monstre a été empoisonné et le système l'a signalé. Jenfrey savait qu'avec le venin du mille-pattes, il pourrait l'étourdir pendant quelques secondes. Et ce sera le bon moment pour attaquer. La flèche était dirigée vers le front de la salamandre. Même avant cela, Jenfrey était prêt à donner un signe à son partenaire. Se tournant vers Arthur, il lui indiqua qu'il y avait une possibilité d'attaquer de front, car c'était le point faible du monstre. Le gars a immédiatement sorti le matériel de son inventaire. Jenfrey était content de ne pas être seul, car à une si longue distance et en si peu de temps, il n'aurait pas eu le temps de frapper. Arthur envoyait déjà sa flèche sur le monstre. Le gars a essayé d'esquiver le monstre très rapidement, et il a continué à attaquer pendant que son partenaire visait. Avec une flèche indéfinie, il semblait possible de toucher le point faible de la salamandre. Il semblerait qu'ils aient réussi à percer le point faible du monstre après tout. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La salamandre est devenue encore plus agressive. Le système a signalé que le mode Rage était activé, ce qui augmentait les caractéristiques de 30%. Arthur, debout derrière, commençait même à ressentir la chaleur émanant du monstre. Il avait peur et ses yeux pouvaient à peine s'ouvrir à cause de l'eau bouillante autour de lui. Jenfrey, au contraire, ne fit que se rapprocher du monstre. Tout s'est déroulé comme prévu. Malgré le fait que dans ce mode toutes les statistiques ont augmenté, il n'était pas tendu face à une telle issue des événements. Dans ce cas, il avait besoin de la laine d'une chauve-souris dufteuse. La salamandre se dirigeait vers Jenfrey avec fureur. Ils se sont rencontrés en duel, mais ce duel n'était pas égal. Mais les gars étaient prêts pour cette bataille dès le début. Dans ce mode, le point vulnérable a changé. Arthur était prêt à lancer la prochaine attaque et attendait l'ordre. Jenfrey a crié que ses pattes avant étaient devenues son point faible. La flèche a immédiatement volé et a rattrapé le monstre. La salamandre a également été attaquée à courte distance. Le système a signalé que l'œil de l'esprit était activé. Quand tout semblait être la fin de la bataille et que la joie envahissait déjà légèrement les gars. Mais malgré le fait qu'ils aient commencé à se réjouir à l'avance, ils n'ont pas arrêté d'attaquer le monstre. La salamandre n'est pas non plus tombée avec des signes de mort. Arthur se tendit un peu, réalisant que quelque chose n'allait pas. Ils attendaient une réaction ou la mort du monstre. Le visage de la salamandre était couvert de blessures. Des flèches en sortaient. Et Jenfrey remarqua la chose la plus importante. Les flammes autour d'elle se sont affaiblies, ce qui signifie qu'elle est au bord de la vie ou de la mort. Mais si elle parvient à absorber le feu environnant, le processus de récupération commencera. Le système a signalé que le mode d'auto-résurrection était activé et que la santé commençait à se rétablir. Le monstre commençait à paraître encore plus agressif. Arthur commença à s'inquiéter qu'elle ne serait pas facile à vaincre. Le gars a réalisé que s'il la laissait récupérer, il ne pourrait pas vaincre la salamandre en 5 minutes, et c'est pourquoi il devait se dépêcher et Arthur dit que c'était le moment d'attaquer. Jenfrey, debout devant le visage du monstre, n'a encore pris aucune mesure. Mais j'étais content quand j'ai entendu qu'il était temps de lancer l'attaque. Le gars était content que son partenaire veuille également en finir avec ce monstre le plus rapidement possible. Jenfrey s'est précipité pour attaquer la salamandre. La salamandre a ouvert sa bouche en prévision d'une attaque. Il savait que la bouche du monstre allait maintenant s'ouvrir. Jenfrey a lancé une attaque avec son mille-pattes. À cause de cela, la bouche du lézard s'ouvrit encore plus largement. Et l'un des principaux attributs de cette attaque était déjà prêt, à savoir la fourrure de chauve-souris. D'un mouvement rapide de la main, il dirigea cette petite masse dans la bouche du monstre. Ceci a été suivi par la deuxième étape de l'attaque, à savoir, Arthur était prêt à tirer une flèche directement dans la bouche de la salamandre. Il était prêt et savait que c'était le bon moment pour tirer la flèche. Elle rattrapait la fourrure de la chauve-souris duveteuse. Après avoir percé le duvet, elle a continué son attaque. La flèche a volé directement dans la bouche de la salamandre. Les gars attendaient juste une nouvelle réaction, car leur plan était infaillible. Arthur ne pouvait pas comprendre s'ils avaient réussi ou non.
Mais Jenfrey a commencé à compter à rebours à partir de 3. La salamandre ne comprenait pas à quoi s'attendre. Et le gars a continué à compter. Son visage exprimait une grande confiance. Puis de la fumée commença à sortir de derrière la bouche de la salamandre. Et puis, il y a eu une énorme explosion qui a déchiré la tête de la salamandre. Jenfrey a expliqué que la fourrure de la chauve-souris duveteuse absorbe les dégâts et les libère ensuite, augmentant ainsi sa puissance de 3 fois. Le bœuf s'est estompé, mais le debuff d'estomac a été supprimé. Et il était juste heureux qu'ils aient réussi à le faire avant que cela n'arrive. Les pattes de la salamandre ont commencé à céder. Quelques secondes plus tard, elle était simplement allongée devant les gars. Le système a signalé que le boss a été vaincu et que de l'expérience a été acquise. Jenfrey a finalement réussi à se calmer et était heureuse que ce soit fini. Arthur se tenait tristement au-dessus de l'abîme. Il avait l'épée de son père dans ses mains et le garçon décida de ne pas la toucher à ce moment-là. Jenfrey rangeait quelque chose dans son inventaire. Puis une équipe est apparue et appelée Arthur. La sœur était heureuse de le voir, mais il dit qu'il avait de mauvaises nouvelles pour eux. La dame d'honneur remarqua l'épée de son père dans les mains du garçon et comprit déjà de quoi ils allaient parler. Elle ne pouvait pas le croire. Arthur n'a pas pu dire un mot non plus, mais il a dit qu'il avait été recraché par une salamandre. La fille le serra simplement dans ses bras, comprenant à quel point c'était douloureux. La demoiselle d'honneur a essayé de calmer le gars et de lui expliquer que ce n'était la faute de personne. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais Arthur a également déclaré ici que Jenfrey avait fait beaucoup et que le mérite de la victoire ne lui revenait pas. Toute l'équipe lui a jeté un coup d'œil, mais il ne l'a même pas remarqué tout de suite. Le gars enterrait quelque chose dans le sol et ne prêtait pas attention aux conversations de l'équipe. La défaite sur les visages des garçons était énorme. Ils ne pouvaient pas croire que ce qui était dit aux nouvelles était vrai. Jenfrey a continué à faire la même chose, et son attention était focalisée uniquement sur le sujet. Plusieurs membres de l'équipe ont décidé de l'aider. Mais seuls le frère et la sœur se rendirent compte qu'ils construisaient une tombe pour leur père afin d'honorer sa mémoire. Ils ont laissé quelques fleurs et une épée que leur bien-aimé chérissait. Arthur et la demoiselle d'honneur ont également décidé de prier avant de partir. Jenfrey est resté à proximité à ce moment-là, mais il n'a pas empêché ceux qui connaissaient cet homme de lui dire au revoir. Il se sentait également triste pour les gars qui étaient partis à la recherche de leur père et espéraient qu'il était en vie. En regardant ce couple, ses pensées commencèrent à l'entraîner dans un tourbillon. Il se souvenait de la façon dont il s'asseyait à la maison avec sa sœur et attendait leurs parents. Mais un jour, ma mère est rentrée à la maison en courant, complètement confuse. Jenfrey se souvenait presque de leur conversation. Mais quelque chose le distrait, à savoir, c'est la demoiselle d'honneur qui l'a remercié pour son père et Arthur, ainsi que pour avoir aidé toute l'équipe. Il a essayé d'expliquer qu'il n'y avait rien de surnaturel dans ses actes et que le gars aurait pu se défendre. Mais Arthur s'est défendu en disant qu'il n'avait pas l'air d'un idiot et que s'il n'y avait pas eu d'aide, il ne serait plus en vie. Je regarde Jenfrey tout le temps. Il s'est rendu compte que le gars était en fait beaucoup plus fort qu'il ne le disait. Toute l'équipe ne pouvait pas croire les paroles d'Arthur. Mais Jenfrey interrompit tout le monde en disant que le plus gros problème les attendait plus loin. C'était au sommet de la montagne que le monstre